Bonjour Guillaume de Bonjour. Neubourg, bienvenue au Centre culturel irlandais. Vous êtes traducteur littéraire, traducteur pour les Nations Unies, accrédité par la Fondation néerlandaise pour la littérature. Vous vous intéressez de près aux évolutions en matière de traduction automatique, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous pour cette nouvelle édition de l'Observatoire de la traduction automatique qui a été mis en place il y a 2 ans par Atlas, l'association des traducteurs littéraire de France, pour la promotion de la traduction littéraire en France, pour justement observer toutes les évolutions en matière de traduction automatique. Voilà, je précise que vous êtes aussi professeur à l'Université de Mons en Belgique, professeur de traduction littéraire néerlandais-français, et vous intervenez aussi à Lille à l'université. Alors tout d'abord, ma première question, c'est vous en tant qu'enseignant justement, est-ce que vous abordez ces sujets de traduction automatique avec vos étudiants ? Est-ce que c'est compris dans leur cursus? Et est-ce qu'eux-mêmes, les étudiants, utilisent ces outils, les utilisent-ils spontanément en fait? Alors voilà. tout d'abord, merci pour votre invitation. Je suis très honoré que l'Atlas ait pensé à moi donc, pour participer à cette réflexion autour de la traduction automatique et des technologies de façon générale. Alors est-ce que les étudiants utilisent la traduction automatique? Oui, bien sûr. Et oui, bien sûr, on essaye aussi de les sensibiliser, je dirais, à cette question. Donc en fait, il faut vraiment déjà commencer par faire cette distinction entre la formation qui s'articule surtout autour d'une sensibilisation des étudiants aux dangers et aux limites donc, de la technologie. Donc j'imagine qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et alors l'utilisation, on va dire, secrète qui est faite par les étudiants lorsqu'ils doivent faire des préparations, lorsqu'ils sont amenés à devoir traduire des textes qu'on utilise pour les entraîner. Et le problème, si j'ose dire, se situe vraiment là, c'est qu'il faut absolument, on essaye en tout cas de faire comprendre aux étudiants qu'ils ne doivent pas trop utiliser la technologie de façon précoce, je dirais, parce que à partir du moment où ils n'ont pas acquis les bons réflexes de traducteurs ou de traductrices, ils risquent en gros de perturber leur formation et de ralentir finalement les apprentissages. Il y a un peu 2 écoles, on va dire, dans l'enseignement de la traduction aujourd'hui, à travers le spectre de la traduction automatique. Il y a les universités qui sont fort axées sur tout ce qui est technologique, très technique, donc et très tôt en fait les étudiants ont des cours de post-édition où on leur donne à traduire des textes presque au kilomètre, on connaît cette expression dans le milieu des traducteurs, et donc ils traduisent des quantités pour se confronter à un maximum d'erreurs de la machine. Ou bien il y a d'autres écoles, et je veux dire que je suis plutôt de ce deuxième bord-là, où on se dit non, il faut d'abord essayer vraiment de limiter un maximum l'usage de la traduction automatique, ou en tout cas de retarder le plus possible les cours de traduction automatique pour essayer d'abord de faire la traduction classique, presque en revenant à papier-crayon, pour justement travailler à l'ancienne, travailler les réflexes de traducteur. Ça me semble vraiment capital. Alors j'aime bien en fait faire la comparaison, il y a plein de métaphores possibles avec la traduction automatique. Il y a la métaphore du photographe. Et on voit en fait que les appareils photo sont de plus en plus perfectionnés. Maintenant, les appareils réflexes professionnels ont un mode automatique qui permet presque de faire la photo toute seule. Et cette photo sera, dans une grande majorité des cas, relativement bonne, on va dire. Mais si vous n'avez pas derrière un professionnel qui est capable, quand les conditions de lumière ne sont pas optimales, quand la situation photographiée change, s'il n'est pas capable de s'adapter à ce moment-là, la photo sera ratée. Et donc, il est vraiment important que la personne soit capable, on va dire, avant la machine, de pouvoir gérer la situation de façon, je dirais, manuelle, de façon traditionnelle. Les étudiants ne sont pas, en tout cas à mon sens, encore capable de vraiment utiliser cet outil. Si je reviens un petit peu sur ma métaphore du photographe, un photographe débutant, on ne va pas lui donner en main tout de suite un appareil professionnel réflexe de dernière génération. On va d'abord commencer avec des appareils peut-être avec des fonctionnalités plus basiques pour tout doucement passer par cet apprentissage. Et dans le cas des étudiants, j'ai un exemple justement, ou plutôt une anecdote à raconter qui est issue d'une petite étude, donc il n'y avait rien de très scientifique, mais en tout cas plutôt une observation que j'ai faite avec mes étudiants de l'Université de Lille. Les professeurs de traduction savent ça, on a toujours un petit peu nos textes qui fonctionnent bien pour faire de bons exercices de traduction, et donc il y en a un que j'ai utilisé il y a 10 ans. Alors je n'utilise pas chaque année, mais on va dire que sur les 10 dernières années, j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois.
Et cette année, en fait, j'ai eu l'idée d'essayer de comparer un petit peu le niveau moyen qui avait été obtenu donc, par l'ensemble des étudiants donc, sur cette traduction, avec évidemment donc, la traduction faite il y a 10 ans où les moteurs de traduction automatique n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui, et avec donc, la traduction, la préparation faite cette année où je leur avais spontanément dit, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous avez tous les outils que vous voulez à votre disposition, et donc aussi DeepL ou d'autres moteurs de traduction automatique. Et ce qu'on constate, c'est que là, il y a une augmentation considérable de la qualité de la traduction entre la qualité d'il y a 10 ans et la qualité de la traduction qui a été faite aujourd'hui. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que donc sur ce texte, je dirais, on va dire sur une vingtaine d'étudiants, 17 ou 18 ont utilisé le moteur de traduction automatique. Je l'ai tout de suite vu puisque les traductions étaient presque toutes similaires. Il faut dire aussi que le texte en question se prêtait bien, pourtant c'était un texte journalistique, mais il se prêtait bien à l'utilisation de la traduction automatique. C'est vrai que le résultat brut, on va dire, était assez exploitable et même de très bonne qualité, et donc ça a forcément aidé. Mais dans ces étudiants, il y a aussi 2 ou 3 qui n'ont pas utilisé la traduction automatique. Et pour cela, eh bien, la qualité de la traduction était en revanche bien inférieure à celle des étudiantes de 10 ans auparavant. D'accord ? Donc ce qu'on pourrait en conclure, donc encore une fois, c'est une étude qui n'est pas d'une très grande scientificité, si j'ose dire, mais on remarque que, l'utilisation de la traduction automatique dans certains contextes, à savoir celui de mon exercice, a permis aux étudiants d'atteindre un niveau de qualité bien supérieur à ce que d'autres ont produit avant eux sans recours à la technologie, et que ceux, en revanche, qui n'ont pas utilisé la technologie, ont produit un résultat inférieur. Et donc on pourrait se dire, est-ce qu'ils sont moins compétents au niveau des capacités traductionnelles que les anciens? Enfin voilà, et on pourrait poursuivre la réflexion encore longtemps, mais je trouve que c'est une observation intéressante pour entamer la discussion. Oui. Donc est-ce qu'on peut imaginer que ces étudiants qui sont habitués à utiliser les outils de traduction automatique, dans un domaine quand même de texte presque littéraire, d'une qualité rédactionnelle haute, vont être beaucoup plus à même d'accepter de travailler en post-édition et donc de baisser leurs tarifs et d'arriver sur le marché et de créer une sorte un peu d'ubérisation du métier. Je pense, moi, très sincèrement, que les étudiants qui passent par un cursus, un master en traduction, doivent viser un petit peu plus haut que la post-édition comme ça au kilomètre, à des tarifs qui ne seraient pas, je dirais, représentatifs du niveau auquel ils peuvent prétendre. Maintenant, donc ça, je tiens toujours à préciser aussi que pour moi, la traduction automatique doit vraiment être considérée comme un outil du traducteur. Alors je reviens un petit peu sur ma métaphore du photographe, parce que ça s'applique en fait un petit peu sur tous les angles d'approche qu'on pourra avoir sur la traduction automatique. Si le photographe est bien outillé et s'il arrive, lui, à maîtriser parfaitement ses outils, c'est lui qui doit être le premier bénéficiaire de ces avantages. Et je me refuse, moi, d'encourager, je dirais, le monde, enfin les non-traducteurs à essayer de faire le pressing pour essayer de tirer les prix vers le bas en disant vous pouvez traduire plus vite et donc forcément alors on a le droit de vous demander moins cher. Moi je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, c'est vraiment les traducteurs qui doivent bénéficier de cette technologie. Un exemple, pour pouvoir juger de la qualité de la matière brute, de la matière première de traduction automatique, il faut avoir des compétences de traducteur. Est-ce qu'il existe, outre les outils de traduction automatique en soi, qui sont plutôt généralistes, et donc qui ne sont pas forcément parfaits, des outils d'assistance à la traduction qui, eux, peuvent être beaucoup plus pertinents pour accompagner un projet de traduction littéraire même? Et est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Il y a par exemple des bases terminologiques. Bien sûr, quand on peut traduire de la fiction, mais il peut y avoir beaucoup de termes techniques à l'intérieur de certains ouvrages. Moi, par exemple, j'ai traduit il y a quelques années un ouvrage où il était beaucoup de questions de peinture, et d'ailleurs questions de peinture pendant le siècle d'or néerlandais, donc il y a déjà quelques temps, et donc il y avait non seulement des termes techniques très spécifiques à un domaine, mais en plus assez anciens, et donc j'ai dû faire énormément de recherches pour trouver certains termes de l'ouvrage. Eh bien, ces termes, je les ai mis dans une base de données terminologique, donc à savoir une sorte de fichier informatique
informatique, si vous voulez, un glossaire électronique, mais qui m'a beaucoup aidé finalement pour ne pas devoir faire systématiquement les mêmes recherches quand les mêmes termes revenaient régulièrement, parce qu'on s'imagine qu'on retient tout par cœur, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Rien que cet exemple-là, en fait, pourrait être un outil qui pourrait servir à beaucoup plus de monde, je pense, que ce n'est le cas aujourd'hui. Voilà, il peut y avoir d'autres exemples de technologies. Alors, pour ce qui est de la traduction automatique, là, évidemment, j'ai bien conscience évidemment du tabou que ça peut être. Est-ce que ça peut être utile? Donc, il faut toujours avoir conscience que ça doit rester vraiment un outil comme un autre. Donc, comme on peut interroger, comme je peux faire une recherche dans ma base de données terminologique pour me souvenir d'un terme que j'ai cherché 3 semaines avant, on pourrait très bien imaginer interroger un moteur de traduction automatique pour savoir un petit peu, tiens, quel serait ton avis sur cette phrase, pour avoir, on va dire, de l'inspiration. Pour moi, l'usage de la traduction automatique en traduction littéraire se limite à cela. Ça nous aide parfois à sortir en fait de nos habitudes, de nos idiosyncrasies. Il y a en fait, en matière d'usage de traduction automatique en traduction littéraire, et ça fait aussi écho à un article qui a été publié par un scientifique de l'université de Groningue aux Pays-Bas qui s'appelle Antonio Toral. En fait, il y a 2 approches. La traduction automatique, selon certains, va miner la créativité. C'est-à-dire que lorsqu'on va proposer une phrase toute faite qui serait à améliorer, à bricoler ou à supprimer complètement pour être retraduite, dans tous les cas, ça va, comme je le disais, étouffer un petit peu, miner la créativité du traducteur. Ce sont des commentaires qui ont été faits comme ça par les participants à l'enquête en disant « Ah, ouais, franchement, ça ne me convient pas trop parce que j'ai l'impression que je ne trouve plus les formulations comme je pourrais les trouver quand je dois traduire à partir de rien. » C'est un argument qui est tout à fait recevable. Une autre école, et qui est presque en fait finalement l'autre extrême, se dit « Ah ben non, moi justement, j'aime avoir cette sorte de matière première qui me permet finalement de me dégager des ressources cognitives pour me concentrer ensuite uniquement sur les trouvailles, uniquement sur les points où ma créativité est demandée. » Vous aurez peut-être remarqué que ici, je ne suis pas du tout dans une considération de coût, de gain de temps. Il n'y a rien de tout ça en fait, parce que je crois que le gros problème, il est là, c'est qu'on voit toujours la traduction automatique comme la possibilité de traduire plus vite, et donc autrement dit, voilà, gain de temps, gain d'argent pour les éditeurs, éventuellement pour les traducteurs, qui sait. Ce n'est pas du tout ma vision des choses. Vraiment, un outil d'aide à la traduction porte vraiment bien son nom. Ça peut permettre, dans certains cas, donc encore une fois, il faut apporter plein de nuances, d'améliorer la qualité et non pas de faire la traduction à bas coût comme on pourrait le croire. Et donc c'est vraiment, je crois, cette approche qu'il faut essayer peut-être il ne faut pas essayer de l'imposer en dépit de bon sens, mais en tout cas sensibiliser peut-être un petit peu plus les professionnels à cette possibilité finalement. Très bien, je vous remercie beaucoup et je me dis que la biotraduction a de beaux jours devant elle. Espérons. Je vous remercie pour votre invitation. Bonjour Thierry Poigot. Dans le cadre de l'Observatoire de la traduction automatique, que nous avons mis en place depuis 2018, où nous cherchons à comprendre de quelle manière le métier de traducteur littéraire pourrait être impacté à l'avenir. On se demande dans quelle mesure justement la traduction automatique, et notamment neuronale, peut améliorer le passage entre des langues morphologiquement très éloignées, et si elle peut justement toucher des langues plus rares, comme celles que vous étudiez. Donc, déjà, merci pour l'invitation. Il y a plusieurs choses. D'une part, effectivement, la traduction fonctionne mieux sur des langues proches. Donc, sur les langues indo-européennes, notamment entre le français et l'anglais, ne sont pas si proches que ça, mais sont comme des langues relativement proches d'un point de vue traitement automatique. Donc, on a d'assez bons résultats. Ensuite, le point clé pour la réussite des systèmes, c'est la masse de données existante. Enfin, en tout cas, un des points clés, un des points majeurs. Et puis, évidemment, aussi l'argent qui est mis et le nombre de chercheurs qui s'y intéressent. Donc, la traduction de l'anglais vers le chinois, par exemple, qui sont donc 2 langues qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout de la même famille, fonctionne à l'heure actuelle assez bien parce qu'il y a beaucoup de données, beaucoup de chercheurs et beaucoup d'efforts qui ont été mis en œuvre sur ces langues-là. Après, quand on va sur d'autres langues, on a peu de données, des langues très différentes. Et là, effectivement, c'est plus difficile. Donc, c'est à la fois un problème d'investissement en recherche et de quantité de données disponibles. Après, il y a la morphologie des langues qui joue aussi. Si on veut produire une forme dans une langue à morphologie riche, par exemple, s'il y a des cas dans la langue,
Évidemment, au lieu de juste générer le mot, pouvoir trouver le mot qui va être la traduction d'un mot donné, il faut pouvoir le produire avec la bonne forme dans le contexte, savoir si c'est un objet, si c'est un complément d'objet indirect, un complément de temps. Et donc, ça implique d'avoir une espèce d'analyse syntaxique ou sémantique de la phrase dont on n'a pas obligatoirement besoin quand on travaille du français à l'anglais, d'un point de vue traduction automatique, je veux dire. Et donc justement, par rapport à ce fonctionnement du passage entre les langues, est-ce que vous pourriez nous résumer un peu le fonctionnement de la traduction neuronale par rapport aux approches traductives précédentes? C'est assez difficile à résumer parce que c'est évidemment assez complexe. Il y a à la fois une continuité, une rupture par rapport à la traduction statistique. Donc la traduction statistique, la plus simple, celle qui a été mise au point il y a une trentaine d'années, essaye de voir dans des corpus parallèles, qui sont alignés au niveau des phrases, où on a une phrase en français et par exemple la traduction en anglais, on essaye de voir, rien que par la récurrence des mots, que tel mot en français va apparaître souvent en face de tel mot en anglais. Et comme ça, petit à petit, on va pouvoir se faire un dictionnaire de formes qui apparaissent l'une en face de l'autre. La limite de la traduction statistique, c'est qu'on avait des équivalences au niveau des mots ou de groupes de mots. Donc pendant longtemps, l'effort a été d'essayer d'avoir des groupes de mots de plus en plus longs, parce que si on peut traduire 5 mots, une séquence de 5 mots, on a directement un petit peu de contexte, on a ne serait-ce que les 5 mots en question. Mais on avait après un problème pour assembler ces différents bouts de traduction pour faire une phrase correcte dans la langue cible. Un des gros avantages de la traduction neuronale, au-delà des aspects très techniques de la traduction neuronale, c'est qu'on a une modélisation au niveau de la phrase, ce qui fait que tous les choix qu'on doit faire et l'assemblage des différents petits bouts de traduction qu'on avait avant n'a plus lieu d'être parce qu'on a directement un calcul de la signification de la phrase qui est faite et un rendu de la phrase qui est fait directement au niveau de la phrase. Donc on n'a plus tout ce problème d'assemblage de morceaux de traduction disparates qu'on avait auparavant. L'autre point, c'est qu'on a aussi une analyse des mots et du contexte de chaque mot qui est beaucoup plus importante. C'est ce qu'on appelle la vectorisation de l'information, de l'analyse, qui est un peu en vigueur dans tous les domaines. Dès qu'on a du deep learning, de l'apprentissage profond, on a une vectorisation, c'est-à-dire qu'on a un vecteur. Donc un vecteur, c'est juste une liste un ensemble de cases, et chaque case représente une valeur. Donc chaque mot est représenté par un vecteur, et un vecteur est un ensemble d'informations. Donc on a souvent 300 à 500 cases dans un vecteur, et on peut mélanger ces vecteurs. Mais chaque case représente une dimension sémantique. Ça veut dire qu'on travaille dans un espace à 300 dimensions, par exemple, traditionnel. Enfin, souvent, c'est 300 dimensions. Ça veut dire qu'on a sur chaque... alors, c'est un peu abstrait parce que ce n'est pas une dimension prédéfinie, mais c'est en gros un contexte dans lequel peut apparaître le mot. Et donc, l'ensemble de ces contextes permettent de faire le rapport de calculer la sémantique entre deux mots. Deux mots qui ont la même signification auront à peu près les mêmes valeurs sur le vecteur. Ce qui se fait depuis quelques années, c'est qu'en plus, en général, on a peu de corpus parallèles, mais beaucoup plus de corpus monolingues. Et on voit qu'on peut apprendre quand même des représentations sur les mots, savoir dans quel contexte apparaît un mot, à partir de grands corpus monolingues qui ne sont pas notés, qui sont juste pris comme ça. Et l'analyse, elle consiste juste à voir quels sont les mots autour du mot donné. Donc quelque chose d'assez abstrait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'analyse syntaxique ou d'analyse humaine, mais ça se permet de voir un peu le contexte du mot et de voir sa sémantique. Et par exemple, de voir que avocat, pour prendre un exemple un peu bateau, apparaît dans des contextes assez différents, suivant que c'est l'homme de loi ou que c'est le fruit. Et donc, on va avoir deux significations différentes pour avocat. Et ça, on peut le faire de manière complètement automatique sur des corpus monolingues. Et ça aide beaucoup, même pour la traduction. Donc, on peut apprendre à partir de corpus monolingues pour faire de la traduction ensuite. Donc, ce sont les modèles qui infèrent les règles tout seuls. C'est ça. Il n'y a même plus vraiment de règles. En fait, on regarde tous les contextes d'un mot et on regarde d'une manière un peu schématique, on va regarder les contextes les plus récurrents entre différents mots. Et on peut avoir un contexte féminin, la féminité ou de la royauté ou du bonheur, et voir est-ce que le mot apparaît dans tel ou tel contexte. Donc on a, par le contexte, par les mots qui apparaissent dans le contexte d'un mot donné, on va avoir des espèces de dimensions sémantiques qui sont juste d'autres mots qui apparaissent soit dans la même phrase, soit dans une fenêtre de 5 ou 10 mots autour du mot qu'on analyse. On arrive au cœur un peu de ce qui peut toucher à notre métier plus spécifiquement, c'est-à-dire à la créativité. En fait, les robots, à un moment, ils peuvent faire preuve de créativité en s'éloignant du corpus et inventer leur propre solution. Quand on produit un texte, donc en génération automatique, les outils, les robots, les programmes sont déjà, je ne sais pas s'il faut dire créatifs, mais ils ont une énorme base de données de tous les textes, en gros, de la langue donnée, donc du français ou de l'anglais qui a été rassemblée. Ils peuvent, à partir de là, trouver des structures syntaxiques et remplir les noms, les verbes avec des
des éléments, soit d'un champ sémantique, soit de manière plus ou moins libre. Qui sont créatifs dans ce sens-là. Ce qu'ils ne savent pas faire, ce qu'ils n'ont pas, c'est l'intelligence humaine d'un traducteur littéraire qui va arriver à voir l'esprit d'un texte et savoir que pour rendre une expression, il ne faut pas la traduire littéralement, mais il faut vraiment trouver une formule qui peut être très différente, peut-être transformer, peut-être pas toute la phrase, mais quand même faire une transformation qui s'applique à toute la phrase pour rendre l'idée sans rendre le texte mot à mot. Les traducteurs, pour ce qu'on peut en voir, même si depuis quelques années, sont meilleurs sur les expressions complexes, mais ils restent quand même assez proches du texte d'origine. Donc, ils n'ont pas ce recul sur le texte qu'aura un traducteur littéraire, je pense. Merci beaucoup, Thierry Poivreau. Je reçois donc aujourd'hui Silvia Bernardini et la première question que je vais vous poser, Silvia Bernardini, c'est justement, en tant qu'enseignante, est-ce que vous abordez les sujets de traduction automatique avec vos étudiants? Est-ce que ces enjeux sont inclus dans leur cursus et quel est le rapport des étudiants avec ces nouveaux outils? Grazie innanzitutto per questa opportunità e mi scuso per il fatto di non parlare in francese. Io credo che negli ultimi 3-4 anni la traduzione automatica abbia fatto dei progressi enormi e questo è sicuramente uno degli argomenti più affascinanti per uno studente di lingue o per uno studente di traduzione. Purtroppo però ancora oggi si parla di traduzione automatica in modo che definirei sensazionalistico, no? Come se la traduzione automatica potesse sottrarre il lavoro ai traduttori o addirittura se ne parla un po' come un tabù, no? Come se uno studente o un traduttore che utilizzi gli sistemi di traduzione automatica stesse imbrogliando. Quindi quasi come se fosse una cosa disdicevole. Io stessa invece uso moltissimo la traduzione automatica anche per un motivo banale, perché ci fa risparmiare molto tempo di battitura. Noi passiamo tanto tempo a scrivere, no? Sul computer, con un sistema di traduzione automatica possiamo abbreviare questo tempo. Ancora oggi nei corsi di laurea magistrale per traduttori, che sono i corsi che conosco meglio, l'argomento viene sì affrontato, ma non ancora, a mio avviso, con un livello di approfondimento sufficiente perché questi strumenti possano essere utilizzati davvero in modo efficace, professionale e soprattutto critico da parte degli studenti. Est-ce que au-delà des moteurs de traduction, il y a aussi d'autres outils d'assistance à la traduction qui peuvent être pertinents pour le travail du traducteur littéraire? Au-delà des machines généralistes. Noi normalmente quando pensiamo ai sistemi di traduzione automatica, credo pensiamo tutti a Google Translate, a DeepL, ai vari sistemi, no, che sono liberamente disponibili online. E in effetti questi sistemi sono quelli maggiormente utilizzati, ma sono dei sistemi cosiddetti generalisti. Questi stessi sistemi, come anche altri, ad esempio mi fa piacere citarne uno che è Modern MT, Modern Machine Translation, Modern MT, perché è il risultato di un progetto europeo di ricerca e quindi è liberamente disponibile proprio come risultato della ricerca europea delle aziende e delle università. Questi strumenti, quindi Microsoft, Google, Modern MT, offrono la possibilità innanzitutto di essere integrati all'interno dei sistemi di traduzione assistita, quelli che si chiamano a volte CAT tools, no? Computer Aided Translation Systems, ma soprattutto la parte forse più interessante è che offrono la possibilità del cosiddetto adattamento, in inglese si chiama domain adaptation, che significa che in pratica imparano dalle nostre traduzioni, non solo dalle traduzioni che vengono raccolte nel mondo, ma dalle nostre traduzioni. Questo adattamento può avvenire in due modi. Uno è attraverso le mie traduzioni pregresse, quindi io posso creare una cosiddetta memoria di traduzione e utilizzare i miei testi per allenare, per insegnare al sistema di traduzione automatico. In alcuni sistemi, e questo è veramente molto bello, ma anche molto, diciamo, aperto al futuro, c'è anche la possibilità del cosiddetto adattamento in tempo reale.
Quindi questi sistemi possono imparare dalle mie correzioni, quindi mi propongono un equivalente, io lo correggo perché è sbagliato, questa correzione viene registrata e la volta successiva l'errore non viene fatto più. Quindi questi sistemi diventano quasi degli assistenti intelligenti grazie all'intelligenza artificiale. Questo è molto bello. Oggi non funziona ancora bene come vorremmo, quindi quando funziona bene è un meccanismo affascinante, ma in realtà c'è ancora della strada da fare perché questi sistemi diventino veramente utili, questi sistemi adattati. Però io credo che in futuro assisteremo veramente a dei cambiamenti che renderanno la nostra vita di traduttori più semplice, ecco. Le post-editing pourrait donc représenter le futur du traducteur, surtout dans certains secteurs éditoriaux où les textes ne demandent pas une créativité stylistique particulière. Bisogna essere chiari sulle regole. La traduzione rimane opera del traduttore e chi se ne assume la responsabilità della qualità finale è sempre il traduttore o la traduttrice. Il fatto che un traduttore o una traduttrice utilizzino come base per la propria traduzione uno strumento di traduzione automatica non rende il loro lavoro meno importante o meno impegnativo, perché c'è un'operazione di scelta, di selezione delle informazioni che vengono proposte che rimane di totale responsabilità del traduttore. Quindi deve essere chiaro che se un traduttore utilizza uno strumento di traduzione automatica per rendere il proprio lavoro più rapido o anche più creativo, come abbiamo visto sopra, questo non deve portare a uno svilimento della professionalità del traduttore, anzi è un aumento della sua professionalità perché utilizza uno strumento per migliorare il proprio lavoro, uno strumento tecnologico e quindi, diciamo, se vogliamo proprio ridurre la cosa a questioni molto banali, sia la proprietà intellettuale, sia il costo di questa traduzione, quindi anche il compenso per questa traduzione, devono rimanere invariati perché il lavoro è stato fatto dalla persona, non dalla macchina. La macchina ha dato solo un aiuto, ecco. Vous pensez que la traduction dans un futur plus ou moins lointain pourrait devenir un secteur de niche et la biotraduction d'un livre une exception, un produit de luxe? Secondo me in realtà questo non succederà, perché ci ricordiamo forse 20 anni fa all'incirca si pensava che i libri stampati sarebbero scomparsi, no? In realtà abbiamo visto che questo non è successo. Io credo che questa differenziazione nella produzione di opere letterarie, opere editoriali, e quindi la possibilità anche di produrre libri a prezzi più bassi per quanto riguarda proprio l'oggetto libro, porterà a una proliferazione della traduzione, cioè si tradurrà molto di più, lo stiamo già vedendo, si traduce molto di più che in passato e sicuramente ci sarà una percentuale di questi testi pubblicati che verranno tradotti con la traduzione automatica e anche con un cosiddetto post-editing leggero, quindi con solo delle correzioni. Questo però avverrà, io credo, solamente per dei testi di servizio, cioè dei testi magari la cui lettura non è diciamo un'esperienza fondamentale per la nostra crescita umana e anche per accedere alla bellezza di un'opera letteraria. Per questi testi canonici, creativi, di una cultura, a mio avviso si continuerà a far riferimento al lavoro umano. Quindi diciamo, ci sarà un aumento della traduzione in generale, ma questo non vuol dire che, diciamo, che tutto verrà tradotto automaticamente. Secondo me, paradossalmente, il lavoro dei traduttori editoriali aumenterà, non diminuirà. Però credo sia importante che i traduttori editoriali utilizzino tutti gli strumenti a loro disposizione in modo intelligente e in modo creativo, perché in futuro, a mio avviso, la grande sfida, e non solo per la traduzione, in generale per l'utilizzo della intelligenza artificiale, la sfida rimane quella della creatività umana, cioè che rimanga una parte, e inevitabilmente rimarrà una parte prettamente umana in tutte le attività che verranno in parte svolte sempre di più tramite l'intelligenza artificiale. La sfida rimane sempre quella della creatività. Merci beaucoup Silvia Bernardini pour ces déclarations et ces développements très ouverts sur le futur du métier du traducteur littéraire. Merci beaucoup. Grazie a voi dell'attenzione.
Bonjour, je suis Sophie Royer, traductrice d'italien. Je me suis penchée sur les résultats fournis par les algorithmes pour les 4 textes versés au corpus de l'Observatoire de la traduction automatique pour la langue italienne. Résultats que j'ai récoltés au mois de mai 2021. Il s'agissait pour la prose classique des Fiancés d'Alessandro Manzoni, datant de 1840-42, et considéré comme le premier roman moderne de la langue italienne. Pour la prose classique moderne, d'un extrait de Feu Mathias Pascal de Luigi Pirandello, datant de 1904. Pour la prose contemporaine, d'un extrait de Récits de guerre bien frappés, datant de 2005 d'Ascanio Celestini, auteur, réalisateur et acteur de théâtre. Et enfin, pour la poésie, de l'un des poèmes les plus connus du répertoire italien, L'Infinito, de Giacomo Leopardi, écrit en 1819. De manière synthétique, ce qui est frappant quand on analyse les résultats, c'est que le traducteur automatique Sistran est toujours très loin derrière DeepL et Google Translate en ce qui concerne les textes littéraires complexes. La poésie notamment se présente d'emblée comme un charabia inexploitable qui éloigne même toute perspective de post-édition. Même la typographie spécifique de certains mots italiens, avec l'accentuation de certaines lettres, n'est pas prise en compte et semble être traitée comme un bug par la machine. Concernant DeepL et Google, sur les textes du répertoire sélectionné, je constate qu'au vu du niveau de difficulté des œuvres originales, le résultat des algorithmes est encore trop âpre, notamment sur les textes les plus anciens. En effet, la machine se grippe là où il convient de prendre en compte des structures grammaticales archaïques, et pour la poésie de Leopardi, elle ne rend ni la musique, ni le rythme, ni ne propose de solution créative en français. Elle est seulement créative au sens où elle n'a vraiment aucun frein inhibiteur pour proposer des aberrations. Soulignons que ces systèmes généralistes ne sont pas spécifiquement entraînés sur ce genre de texte, puisque les corpus qui nourrissent le travail des algorithmes ne sont pas en priorité des textes relevant de ce degré de sophistication. Dominique Nedelec avait conclu en 2020 qu'il pouvait être intéressant, au vu des résultats très passables qu'il avait obtenus à partir d'un corpus de textes sophistiqués pour la traduction portugais-français, de tester les machines sur des textes de facture beaucoup plus simples, et ce afin d'élargir le champ d'observation. Il avait ainsi constaté que sur des textes à la construction moins élaborée, les résultats devenaient bien moins illisibles. J'ai choisi cette année 2 textes relevant tous deux du domaine éditorial, mais bien moins complexes au niveau de la langue que les premiers textes du corpus. Il s'agit d'un roman que l'on pourrait classer dans le segment Feel Good, intitulé La distanza tra me e il ciliegio de Paola Peretti, non traduit encore en français, et du jardinage biologique de Mimma Pallavicini, non traduit en français non plus. Les progrès des machines sur ces textes de facture simple sont tout à fait étonnants. J'ai sélectionné dans ces 2 cas DeepL, qui ressort toujours comme le meilleur traducteur automatique généraliste. Sur ce genre de texte, la performance de la machine est assez bluffante, car finalement elle propose même des solutions potentiellement inspirantes. La traduction humaine présentée ici est la mienne, réalisée dans le cadre de cet exercice. J'ai souligné en vert dans ce document les passages où ma traduction et la traduction automatique diffèrent, et en jaune, ce qui relève proprement d'une impropriété grammaticale. Pour le reste, les solutions sont parfaitement identiques. On notera, par exemple, la proposition de la machine brun pour marrone, la compréhension de l'idiomatisme lavare i piatti della cena, traduit par faire la vaisselle, et non pas par un mot à mot laver les assiettes du dîner, ou encore la solution finale, comme en ce moment, que je trouve plus appropriée ici que comme maintenant, et que je choisirai sur la suggestion de la machine. Je souhaitais également montrer comment DeepL propose un panel de solutions synonymes au traducteur, lequel peut, de même que face à un dictionnaire, opérer ensuite son propre choix, exercer sa propre créativité. La machine n'impose donc pas une seule solution. Elle devient vraiment une interface au même titre qu'un dictionnaire, avec peut-être un surcroît de contexte. On voit ici que DeepL propose des synonymes qui pourraient tout à fait inspirer le traducteur, lequel choisira finalement le verbe le plus commun afin de coller à l'esprit du texte. Sur ce deuxième exemple, on voit que parmi les choix proposés, on retrouve celui que j'ai choisi spontanément, à savoir sur le seuil de la cuisine, alors que la machine avait sélectionné dans l'embrasure de la cuisine. Concernant le texte sur le jardinage,
le traducteur automatique semble très bien entraîné, à la fois sur le sujet et sur le style à suivre propre à ce type de texte. Il choisit également des adjectifs et expressions idiomatiques tout à fait idoines, que j'ai indiqués en rouge, qui peuvent même permettre au traducteur humain de corriger sa traduction. Grâce à cette capture d'écran, on peut constater une fois encore la diversité de propositions données par le moteur, qui peuvent être une aide rapide au traducteur humain pour son propre travail, puisque ces solutions apparaissent directement dans le texte en cours de traduction. On peut donc conclure que la machine donnera une très bonne base de travail pour la post-édition sur des textes issus de certains segments éditoriaux, couplés éventuellement avec des outils d'assistance à la traduction, comme les mémoires linguistiques. Et à ce titre seulement, elle permettra d'obtenir un gain de temps dans la saisie. En conclusion, on peut penser que les progrès de la traduction automatique en traduction littéraire ne proviendront pas de sitôt des machines généralistes, mais plutôt d'interfaces spécifiques qui seront entraînées sur des corpus littéraires sophistiqués. Les projets innovants existent déjà ou sont en cours d'élaboration. Ils pourront être présentés lors d'une prochaine session de l'Observatoire de la traduction automatique.